Je tiens à remercier d'abord Madame Françoise Bazire, secrétaire générale de l'Association des Amis de la commune, qui a bien voulu honorer de sa présence la manifestation historique de ce soir. Madame Bazire, et elle a apporté le dernier numéro de la revue de l'association qui sont disponibles ici. Et mes remerciements vont également à M. Marc Manqui, ambassadeur de France, et sa compagne Catherine Van-Mopé, écrivain, auteur du livre « À chacun sa Chine ». Et Madame Dominique Paris, ancienne correspondante de l'Humanité à Pékin, pour sa désirable présence en pareille circonstances internationales en France comme en Chine et aux États-Unis. Et puis, je suis tout ému de voir dans l'auditoire de ce soir le général François Mermet qui est là. Le général François Mermet, avec qui j'ai passé une soirée très agréable il n'y a pas longtemps dans un restaurant parisien. Et ce soir-là, il m'a parlé de Louis Rossel, un héros oublié de la commune, un officier supérieur de l'armée française, sorti du prix d'année national militaire, où le général Mermet a fait lui aussi ses études postérieurement. Et Louis Rossel a été fusillé par les Versaillais pour avoir pris parti pour la commune, pour avoir participé à la défense de la commune. C'est pourquoi on dit que c'est un héros, mais oublié, hélas. Eh bien, si le général Mermet est présent à cette manifestation, c'est, je crois, qu'il a de la même estime que moi pour Louis Rossel, qui a, comme dirais-je, sacrifié sa vie malgré lui, à la cause des communards. Un haut officier de garde supérieur de l'armée française de l'époque. Et ceci dit, on en vient au sujet de ce soir. Vous venez d'entendre le temps des cerises. Qui ne connaît le temps des cerises en France, qui peut l'ignorer dans l'Hexagone? C'est la plus belle chanson d'amour selon Jacques Brel, la plus belle chanson d'amour du monde selon Jacques Brel. Et c'est la charmante Nana Mouskouri qui la chante pour nous. Et le temps des cerises est chanté par beaucoup de chanteurs, de chanteuses en France, chanté dans beaucoup de films français, au moins une trentaine, je crois. Et j'ai été récemment à Pékin, où j'ai fait publier dans le journal des Arts et Lettres, organe de l'Association des écrivains de Chine, un article intitulé « Jean-Baptiste Clément, un chansonnier montmartrois ». Jean-Baptiste Clément est l'auteur de la chanson « Le temps des cerises », chantée d'après la légende. Je me souviens encore que dans les années
80 du siècle dernier, la célèbre chanteuse française Dorothée, qui avait eu reçu un accueil très chaleureux à Shanghai, c'est elle qui a présenté cette scène légendaire du dantérisme à la télévision française. Ça m'a beaucoup touché. Et le temps des cerises est donc devenu le temps de la commune. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme sujet de conférence aujourd'hui le mythe du mur des fédérés à l'occasion du 145e anniversaire de la commune. En 1947, à l'âge de 8 ans, j'ai fait la longue marche des enfants des Yanin après la longue marche de l'Armée Rouge. Mon premier roman écrit en français, sorti au stock en 1985. Animé de l'esprit des communards de 1871, je me suis mis vers la fin de la soi-disant révolution culturelle en Chine à la recherche du temps des cerises, en menant une enquête sur le mur des fédérés. Et en France, dans Cahiers d'histoire, numéro janvier 1991, j'ai relaté mon parcours dans la quête de l'idéal de la souveraineté populaire, de la souveraineté du peuple, réalisée, à mon sens, par la Commune de Paris de 1871, et qui a eu des retentissements dans le monde entier. J'ai sous mes yeux un document distribué par l'actuelle mairie de Paris, qui apporte un nouveau regard sur le patrimoine parisien. Dans le chapitre des Ballades du patrimoine, le Paris communard, il est dit notamment: le 18 mars 1871, Paris s'insurge contre le gouvernement de Thiers, nommé par l'Assemblée, élu le 8 février. Les Parisiens, qui sont très patriotes, n'acceptent pas ce qu'ils considèrent comme des capitulations devant l'Allemagne. En fervent républicain, ils se méfient d'une assemblée qui a choisi de siéger à Versailles. Le peuple parisien n'accepte pas, enfin, les mesures antisociales de Thiers, comme le paiement des loyers impayés pendant le siège ou la reprise de la mise en vente au mont-de-piété des objets non dégagés. Une assemblée parisienne, la commune, est élue le 26 mars. Elle va siéger jusqu'à la semaine sanglante 21-28 mai. La commune est une forme originale de démocratie avec une intervention populaire active contrôlant les élus qui ne doivent pas confisquer la souveraineté du peuple. Mais la guerre civile avec l'armée de Versailles multiplie les tensions dans la capitale. Aux exécutions versaillaises, les communards répondent par la menace d'exécuter des otages. Le 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris. Les communards déclenchent des incendies, Tuileries, hôtel de ville, pour arrêter leur avance. Les obus versaillais détruisent de nombreuses maisons. Autour de 20 000 communards sont exécutés sommairement, contre moins d'une centaine de Versaillais. Plusieurs milliers seront
condamnés aux travaux forcés ou à la déportation. Ils ne seront amnistiés qu'en 1881, si je ne m'abuse. Fin de citation. C'est ce qui est dit dans cette brochure distribuée par l'actuelle mairie de Paris. Et enfin, à ce que je sais, c'est les communards déportés ou exilés sont amnistiés grâce à l'initiative de Victor Hugo. Le même document de la mairie de Paris poursuit son récit historique sur la semaine sanglante dans le passage Le Mur des Fédérés. On explique qu'est-ce que c'est que le Mur des Fédérés. Les combats sont féroces au Père-Lachaise dans la nuit du 27 au 28. Au petit matin, 147 communards sont fusillés à l'intérieur du cimetière. Entre 800 et 3000, selon les sources, sont enfouis dans la fosse commune du cimetière. Le mur est devenu le lieu principal de mémoire de la commune. Fin de citation. Je vous signale qu'il s'agit ici du mur de Charonne au cimetière du Père-Lachaise, qui est devenu le mur des Fédérés d'aujourd'hui. De nos jours, l'image de la commune reste toujours vivante à Paris, en France, à Paris. Le 15 mars 1968, le théâtre de l'Est parisien a créé une pièce intitulée « Les 13 soleils de la rue Saint-Blaise d'Armand-Gady ». L'auteur de la pièce dit dans le prologue ceci: « Beaucoup de ces soleils termineront leur trajectoire dans les poubelles de l'histoire. Il en restera un pour dire que l'aurore est proche. » On y parle ensuite de Varlin. À Paris, je crois, il y a plusieurs rues qui portent ce nom. À Malakoff, par exemple. On y parle de Varlin, une des plus brillantes figures de la commune. En ces termes, il avait commencé bien avant le 18 mars et fut sur les barricades jusqu'au bout. Au milieu de la bouillie sanglante, sous les brodequins des soldats, sa montre continue à marquer le temps. Elle continue à battre. Le soleil de la rue Saint-Blaise, c'est... Voilà, M. Malice qui est venu... M. Malice, à mon sens, c'est un des meilleurs historiens de la commune. Merci. On parlait de Varlin. Je crois que M. Malice est mieux placé pour aborder ce sujet que moi. C'est en effet la montre de Varlin qui marque le temps des cerises. Pour ceux qui la cherchent, elle n'est jamais perdue. Je ne sais pas si vous avez vu par hasard cette pièce d'Armand Gady. Armand Gady est un grand poète que j'aime beaucoup, un grand artiste français. Et dans son beau roman Philémon, vieux de la vieille, Lucien Descazes, académicien concours,
évoque la vie des compagnons de Varlin en exil. Le 18 mars, Colomès transportait de la chambre à coucher dans la salle à manger le portrait de Varlin. Il l'accrochait de façon qu'il domina la table et fut en quelque sorte du festin, allégorie transparente. On dînait à 7 heures. Les convives avaient tous bon appétit et mangeaient beaucoup de pain comme des Parisiens qu'ils étaient et comme des pauvres. Une grosse lampe à pétrole coiffée d'un abat-jour vert à fleurs laissait les figures dans une ombre douce et Varlin penché sur les amis communiait avec eux. Fin de citation. Mais Séverine, qui se considérait comme la pupille des vieux de la commune, nous décrit aussi dans l'ère nouvelle ce genre de banquet fraternel à Paris. Je crois que le banquet fraternel continue aujourd'hui. J'y suis allé plusieurs fois. On se réunissait, dit Séverine, le dimanche le plus proche du 18 mars, dans un restaurant bien modeste. Ils accrochaient, ils accouraient Clopin de Brévannes, de la banlieue, quelques-uns de province, ce voyage, ce déplacement, la minime cotisation assez à cap vraiment spatial, représentait bien des privations. Mais on échangeait des souvenirs, on discutait encore, on revivait un peu de sa jeunesse. C'est un récit très émouvant. Chaque année, des places restaient vides. Le nombre des survivants se restreignait. 30, 20 sont-ils aujourd'hui 10. Mais les enfants et les petits-enfants des plus fortunés faisaient nombre. Vers la date habituelle, cette note apparut. En raison de l'augmentation des prix, l'association fraternelle des anciens combattants et des amis de la commune n'organise pas le banquet cette année. Ces hommes ont été les maîtres de la capitale, des trésors de l'État, des dépôts de la banque, des fonds de la ville, des coffres-forts particuliers. Non seulement ils n'ont rien requéri aux deniers publics au nom de la Révolution, ce qui est politiquement discutable, mais encore il ne leur est rien resté au doigt, même pas de quoi assurer le tabac de leur vieux jour. Voir, s'exclame l'esprit moderne. Non, honnêtes gens dont il convient de saluer la mentalité démodée, le scrupule désuet, ils étaient ainsi, ces pillards, ces voleurs, ces brigands expédiés au bagne quand ils échappaient à la fusillade sommaire, taxés d'infamie, chargés d'outrage, traînés, tous vifs aux gémonies pendant plus de 20 ans. Voilà le récit de Séverine, dans la préface qu'il a écrit au roman INI de Léon Cladet. C'est dans cet esprit que le document de la mairie de Paris, que j'ai cité plus haut, note. En 1908, la ville de Paris accepte qu'il soit déposé une grande plaque aux morts de la commune. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Chaque année, une montée au mur rend hommage aux communards exécutés. La conservation du cimetière tient à la disposition des visiteurs une notice représentant les tombes, celle de Jean-Patrick Clément,
d'Eugène Gautier, l'auteur de l'Internationale, et de Blanqui, magnifique gisant de Dalou, sont proches du mur. On confond trop souvent ce mur de Fédéré avec le monument Square Gambetta adjacent au cimetière, aux victimes des révolutions, qui évoque les morts versaillais ou communards de 1871. Le mur intitulé « Aux victimes des révolutions », cité dans le document de la mairie de Paris, est une œuvre sculpturale de l'artiste Paul Moreau-Vautier, installé au Square Gambetta par une décision du Conseil municipal de Paris en 1909. En fait, il existe en l'occurrence deux murs différents à ne pas confondre. Mais, hélas, en Chine, pendant longtemps, en Chine comme dans les autres pays d'obédience communiste, on a pris le mur de Paul Moreau-Vautier pour le mur des fédérés. C'est pourquoi, en tant qu'historien, comme un rêveur, un chercheur qui a toujours été un peu raisonneur, je me suis mis à entreprendre, à poursuivre une enquête sur l'authenticité du mur dédié à la mémoire des communards. Des communards, de ces Français héroïques montant à l'assaut du ciel au printemps de 1871. Le mur de Paul Moreau-Vautier, appelé malencontreusement en Chine Pali Gongshi Sheyuanqiang, le mur des communards, apparaissait dans tous les ouvrages historiques et publications officielles en Chine, comme le symbole de la Commune de Paris. Il faut dire que l'image créée par l'artiste Paul Moreau-Vautier sur un mur en briques et qui représente une femme échevelée, ouvrant et tendant les deux bras pour protéger ses enfants en danger, s'avère fort émouvante, tellement touchante qu'elle est profondément gravée dans ma mémoire d'enfance. En octobre 1968, l'année où je suis arrivé à Paris pour la première fois pour travailler au siège de l'UNESCO en conférence générale, je me suis rendu au Square Gambetta, à la lisière du cimetière du Père Lachaise, pour me recueillir devant le mur de Paul Moreau-Vautier, que je croyais être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monument érigé à la mémoire des communards. En observant minutieusement l'œuvre de Paul Moreau-Vautier, je pose soudain mon regard sur un mot de Victor Hugo, gravé au pied du mur à gauche. Le mot de Victor Hugo est le suivant: ce que nous demandons à l'avenir, ce que nous voulons de lui, c'est la justice, pas la vengeance. J'interprète le mot justice par une justice populaire, pas au sens hugolien du terme. Je connais l'attitude pacifiste de Tolampio à l'égard de la Commune de Paris. Il n'était pas pour ce grand mouvement populaire spontané. Mais face à la répression sauvage des Versaillais, il offrait sa résidence à Bruxelles aux communards persécutés, et pour cette raison, les autorités bruxelloises l'ont expulsé du pays de Belgique. Tout cela ne m'empêche pas de
de penser que l'idée, le mot de Victor Hugo, son idée correspond vraiment à l'état d'esprit des dizaines de milliers de communards massacrés par les califères à la solde d'Adolphe Thiers et calomniés par les Thénardier modernes du Levallois. Les communards en appelaient à la justice populaire pour qu'elle les venge un jour. J'ai lu pas mal de documents historiques sur la Commune de Paris, dont les mémoires de Louise Michel, de Jean Alman, de Charles Lhuillier, ainsi que des ouvrages de recherche de Maurice Foury, Maurice Thomonger, Tristan Rémy et Jean Bruat, etc. Le mot de Victor Hugo m'amène à avoir des doutes sur l'identité de l'œuvre sculpturale de Paul Moreau-Gautier, tant admirée chez nous en Chine. J'ai trouvé par la suite un livre historique de Guy de la Padu, Les pavés de Paris, dans lequel on prétend que l'œuvre sculpturale de Paul Moreau-Gautier a été placée sur le mur de Charonne, où on avait fusillé fin mai 1871 les derniers défenseurs de la Commune. Chose curieuse, l'historien Guy de la Padu travaillait à l'époque à la bibliothèque Mazarine située sur la rive gauche de la Seine, non loin du cimetière du Père-Lachaise. Il semble qu'il ne se soit jamais rendu sur place pour voir de ses propres yeux le mur des fédérés, toute l'erreur de taille qu'il a commise dans son ouvrage de recherche historique, Les pavés de Paris. J'ouvre ici une parenthèse sur ce sujet. Séverine, dont j'ai cité plus haut le nom, la disciple fidèle de Jules Vallès et grande amie de la Commune, qui a préfacé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le roman de Léon Cladel, INRI, un beau roman sur la Commune de Paris. Elle s'est trompée, elle aussi, dans son article intitulé « Ce que dit le mur », publié dans le numéro de l'Humanité du 29 mai 1921 pour le 50e anniversaire de la Commune. Elle a évoqué le mur de Paul Moreau-Gautier comme le splendide monument dédié aux fédérés de la Commune. Le fait est que l'historien de la Padu n'est pas le seul à avoir commis ce genre d'erreur dans le passé. Au contraire de l'historien de la Padu, j'ai dû me rendre à l'intérieur du cimetière du Père-Lachaise devant le mur de Charonne, qui en fait n'est pas orné de la petite sculpture de Paul Moreau-Gautier. Il est clair qu'il s'agit en réalité de deux murs sans rapport l'un avec l'autre. Quand je travaillais au siège de l'UNESCO comme fonctionnaire international, je suis allé me renseigner auprès de M. Jean Brère, secrétaire général de l'Association des Amis de la Commune de l'époque, pour en avoir le cœur net. Sans hésiter, Jean Brère me dit: les survivants de la Commune ont toujours refusé le mur de Paul Moreau-Gautier. À cet égard, Jacques Duclos m'avait montré un document qui m'a malheureusement s'est égaré avec sa disparition. Alors, M. Jean Brère m'a chargé de mener une enquête sur le faux mur des communards. Depuis, l'idée ne m'a plus quitté. Je profitais de toutes les occasions pour chercher les documents pouvant prouver la vraie identité de ce monument. Le 23 avril
1982, je découvre dans les grands chefs-d'œuvre des sculptures du XXe siècle au Musée des Arts Décoratifs de Paris une photo de Paul Moreau-Gautier prise devant son mur au moment de l'érection du monument. Au bas de la photographie, il est écrit « Aux victimes des révolutions ». Le titre de l'œuvre dit déjà tout, non? Par ailleurs, la consultation d'autres documents tels que le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français rédigé sous la direction de Jean Maitron et le dictionnaire Bénédicte 1948 et Larousse mensuel illustré m'avaient permis de tirer au clair le oui-dire selon lequel Paul Moreau-Gautier avait participé au mouvement du 18 mars 1871 et créé son œuvre à cause d'une sorte de complexe vis-à-vis de la Commune. Au fait, né lui-même en 1871, Paul Moreau-Gautier n'a pu participer au grand mouvement communaliste. On l'a tout simplement confondu avec son père, Jean Moreau-Gautier, qui lui fut membre de la Fédération des artistes de Paris, présidée par Gustave Courbet, sous la Commune. Par ailleurs, Moreau-Gautier fils ne partageait pas du tout l'option idéologique de son père et se rangeait aux côtés des puissants de la terre. Une autre question se pose dans mon esprit. Et pourquoi et comment Moreau-Gautier fils a-t-il créé ce mur situé au square Gambetta? La clé du problème consiste désormais à trouver la résolution adoptée par le conseil municipal de Paris relative à l'érection du mur de Paul Moreau-Gautier. J'avoue que la tâche était ardue, car il fallait consulter toutes les archives du conseil municipal datant de 1907 à 1909, période pendant laquelle on avait débattu le projet du mur de Paul Moreau-Gautier. Par bonheur, j'ai fait la connaissance du célèbre chercheur d'art architectural français Michel Verne, le jour où j'étais plongé dans des documents historiques au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et M. Michel était présent ce jour-là au musée. Il s'adresse à moi et il me demande Monsieur, puis-je savoir ce que vous cherchez en m'empruntant ces livres? Je lui ai expliqué l'objectif de ma recherche. Touché par la curiosité intellectuelle d'un Chinois inconnu, Monsieur Michel Verne s'est proposé de m'accompagner aux archives du Conseil municipal de Paris, dont l'accès n'est pas ouvert au public et surtout pas aux étrangers comme moi. Et nous nous sommes rendus là-bas, arrivés dans la salle des archives, il est déjà 15 heures, alors qu'on ferme à 17 heures. Monsieur Michel Verne prend sur une étagère poussiéreuse une ribambelle de volumes de procès-verbaux de 1909 du Conseil municipal de Paris et nous commençons à les feuilleter sur une grande table. J'avais l'impression de
chercher une aiguille dans un océan, c'est l'équivalent de l'expression française, chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est ça. C'était vraiment difficile, en quelques heures, de trouver le document nécessaire. C'était une vraie course contre la montre pour nous deux. Au bout d'une heure, on n'a rien trouvé. Aucun indice. Quand Michel Verne apprend que je repars le lendemain pour Pékin, il me rassure en disant « Ne vous en faites pas. Après votre départ, je continuerai à chercher et ne manquerai pas de vous mettre au courant des résultats. » En effet, je désespérais déjà de trouver le document concernant le mur de Paul Moreau-Gautier avant de retourner en Chine. Un ange passe dans la salle tout à coup. En parcourant les procès-verbaux sous mes yeux, mon regard est attiré par un mot, effection. Et le reste ne tarde pas à entrer dans mon champ de vision. Résolution relative à l'érection du mur commémoratif aux victimes des révolutions, sculpté au square Gambetta par Paul Moreau-Gautier. C'est tout à fait par hasard que je suis tombé sur ce mot érection quand j'étais déjà au désespoir. Cette résolution fut adoptée par la 3e commission du Conseil municipal de Paris. Elle figure à la page 1302 des procès-verbaux de 1909. D'après les codes donnés au bas de la page, nous avons trouvé très facilement les procès-verbaux concernés de 1907 et de 1908. En trouvant le texte intégral de la résolution adoptée les 13 et 14 juillet par le Conseil municipal de Paris sur l'érection au square Gambetta du mur commémoratif aux victimes des révolutions de Paul Moreau-Gautier, j'ai enfin réussi à élucider un fait historique. Je suis profondément ému et heureux d'avoir trouvé la vérité. Quelques années plus tard, en été 1991, lors de ma visite au musée de Lénine à Moscou, le conservateur en chef du musée qui m'accompagnait m'a montré une maquette d'envergure en cuivre du mur de Paul Moreau-Gautier comme étant le mur des fédérés. J'ai profité de l'occasion pour signaler à l'hôte russe qu'il s'agissait d'une erreur historique. Le conservateur du musée de Lénine n'en croit pas ses oreilles et s'est montré fort perplexe et dubitatif devant ma déclaration. Il a rétorqué que c'était là un cadeau offert par le PCF, le Parti communiste français, au Parti communiste soviétique. Heureusement, le professeur Claude Villard était à mes côtés pour défendre ma thèse au nom de l'association des amis de la commune de France, dont il assumait la présidence. Je dois dire, entre autres, que l'humanité a commis la même erreur, donnant comme symbole de la commune de Paris le mur de Paul Moreau-Gautier dans une hors-série publiée à l'occasion du 140e anniversaire de la commune. J'ai signalé par téléphone cette erreur à un des responsables du titre du journal, qui hélas n'a pas daigné me répondre, ne réalisant peut-être pas la gravité d'une telle erreur historique. On va demander
pourquoi j'attache tant d'importance à l'héritage de la Commune de Paris de 1871. C'est parce que son image a été transformée pour ne pas transfigurer en Chine comme en Russie. En Russie, après le triomphe de la Révolution d'octobre, en mars 1927, les marins de Kronstadt, qui ont joué un rôle majeur dans la prise du palais d'hiver, résistent à la tendance totalitaire de la direction bolchevique et proclament la commune de Kronstadt, en se tenant au principe de la souveraineté du peuple, formulé par la Commune de Paris de 1871. Les marins de Kronstadt ont choisi en fait le chemin de la Commune de Paris afin d'approfondir la révolution de 1917. Mais hélas, Trotsky et consorts ont réprimé la Commune de Kronstadt dans le sang. Et comme l'a fait Adolphe Thiers à Paris en mai 1871. Depuis lors, la révolution d'octobre s'est engagée dans une voie aliénante et conduit à la chute du régime soviétique. En 1997, à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'octobre, j'ai parlé d'une révolution aliénée au forum du colloque international organisé à Paris 8 sur la révolution bolchevique du début du 20. Très vite, certains lecteurs, furieux de mon enquête, se sont adressés au quotidien du peuple, organe du Parti communiste chinois, exigeant de châtier le semeur de troubles qui a osé détruire la belle image de la Commune de Paris. Dans sa lettre, un soldat de l'armée populaire de libération demandait carrément de m'arrêter. Comble de l'absurdité, la télévision centrale de Chine continue de représenter la Commune de Paris par le mur de Paul Moreau-Gautier, devenu même une autre fois sur la même chaîne le monument de la Révolution française. Dans le fameux documentaire Da Guo Jueqi, un grand pays se dresse à l'Orient. Je suis persuadé que rien n'est plus lamentable que de fonder aveuglément sa foi sur une fausse idole qui ne manquera pas de s'effondrer un jour devant la vérité historique. Clovis Hugues, un ami de la Commune, n'a-t-il pas dit dans son éloge funèbre aux obsèques de Jean-Baptiste Clément ceci: le dogme fondera comme un vain brouillard. En effet, les efforts n'ont pas été vains. Le ministère chinois de l'Éducation nationale a fini par donner l'ordre de remplacer dans les manuels d'histoire de tous les lycées du pays l'image du mur de Paul Moreau-Gautier par celle du mur des fédérés de Charbonne. Maintenant, c'est le vrai mur de la Commune qui figure dans les manuels d'histoire en Chine. En jetant un regard en arrière, je tiens tout particulièrement à exprimer ma reconnaissance au professeur Michel Berne pour son aide précieuse. D'ailleurs, nos retrouvailles en 2011 ont été un moment des plus émouvants. Le 11 mars, au soir, je tenais une conférence
sur le sujet Voltaire et la Chine ici, à ce même centre culturel de Chine, j'entamais mon intervention, à peine mon intervention, lorsqu'on voyait un vieillard aux cheveux blancs se diriger tout droit d'un pas mal assuré vers la tribune. Je l'ai reconnu tout de suite, c'était le professeur Michel Verne. Tout à coup, un silence profond régnait dans la salle. La surprise des auditeurs a atteint le paroxysme quand je leur ai expliqué qui était ce visiteur du soir. Un grand architecte français que j'avais connu en 1982. Je l'ai embrassé, puis je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit l'autre soir. Alexandre Dumas a écrit un roman 20 ans après, et nous, on se retrouve 30 ans après. C'est-à-dire, comme le dit le grand poète de la dynastie des Tang, Dufu. Je t'ai retrouvé à la tombée des fleurs. Le 12 janvier 2013, le journal Libération a annoncé le décès du professeur Michel Verne, lauréat du Grand Prix de la critique de l'art architectural en France. À cette nouvelle, j'étais étreint d'une grande douleur. Pour lui rendre le dernier hommage, j'ai écrit un poème en chinois qui se termine par ces mots. 众里寻君千百度，君妾不在，烛影摇红处。不是缘分浅，是为识尽物。花落花开自有时，总有造物主。聚也如何聚？流光难守住。若得山花开满坡，重踏逢君路。Voici le résumé en français de mon poème écrit à la mémoire du professeur Michel Verne. 1000 fois, je t'ai cherché dans la foule. Comme le disait Xin Jiqi, un grand poète de la dynastie Song, tu n'es plus là. Il me semble apercevoir ton doux visage souriant en mouchant la chandelle. Passe la nuit, et quand reviendra le temps de l'épanouissement des fleurs de montagne, je referai les sentiers de l'amitié à ta rencontre. À ce que je viens de dire, ce qui est important pour moi, c'est l'héritage spirituel de la commune. À cet égard, le célèbre historien français Jacques Rougerie indique: on ne peut retrouver les dimensions véritables de la commune que dans les textes du moment, situés dans leur perspective réelle. Là, il faut dire que la visite de l'exposition sur la commune de Paris, organisée à Pékin par le couple Hawkins, un couple anglais, a élargi mon horizon et m'a poussé à étudier les affiches et autres actes du mouvement communaliste tels que les procès-verbaux de la commune de 1871,
le journal officiel de la République française de l'époque, cette étude approfondie m'a permis de mieux comprendre l'idée qui animait les communards montant à l'assaut du ciel. Arthur Arnaud, membre de la commune, souligne ceci. Cette grande et originale idée féconde, entre autres, et qui révèle un immense progrès dans l'évolution logique de la revendication populaire, n'a pas seulement à se défendre de ces calomnies immondes de ses ennemis, cela serait après tout facile, mais encore des travestissements qui lui font subir quelques-uns de ses prétendus partisans qui, faute de l'avoir comprise, la transforment en une des convulsions périodiques du vieux jacobinisme autoritaire. Ce que dit cet éminent idéologue de la commune est d'autant plus important que j'ai constaté qu'en Chine, on a interprété la commune de Paris au sens contraire. Ce que les communards voulaient, ce n'est pas la dictature du prolétariat, mais la souveraineté populaire, c'est-à-dire une démocratie authentique. Pour atteindre ce but, ils ont voulu faire disparaître tout le pouvoir autoritaire, quel qu'il soit. Dès le lendemain de la victoire du 18 mars, le comité central de la carte nationale de Paris a lancé un appel aux Parisiens. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus, les uns comme les autres, ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Fin de citation. La déclaration du comité central de la carte nationale de Paris prouve que, différents des politiciens cupides du pouvoir d'aujourd'hui, les communards de 1871 n'agissaient pas pour autant pour leur propre compte. Et en quoi la commune diffère-t-elle de l'État ancien? Là-dessus, la déclaration du peuple au peuple français, publiée le 20 avril 1871 au journal officiel de la commune, me paraît un document d'importance primordiale, car on a essayé d'y définir le programme de la commune. L'autonomie absolue de la commune étendue à toutes les localités de la France et d'assurer à chacune l'intégrité de ses droits, à tout Français le plein exercice de ses facultés et de ses aptitudes comme homme citoyen et travailleur. Cette déclaration souligne que la commune représente réellement la vraie souveraineté populaire. Le choix pour l'élection ou le concours avec la responsabilité et le droit permanent de contrôler et de révoquer des magistrats ou fonctionnaires communaux de tout ordre. C'est ça qui est très 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 important. Parce que selon les communards, les
fonctionnaires d'État sont révocables. Ce n'est pas le cas en France maintenant. Et on va d'évidence que les hommes de la commune voulaient absolument en finir avec la vieille société autoritaire et instaurer d'ores et déjà un nouvel État, si État il y a, dont le pouvoir de coercition s'exercerait en faveur du peuple et surtout au service des travailleurs. À mon sens, c'est là l'apport le plus constructif de la commune à la révolution sociale. La commune a frayé un chemin fort différent de deux courants principaux de notre temps, dont l'un parlementaire et l'autre autoritaire, tous deux stricts et conservateurs, empêchent brutalement ou d'une manière plus subtile l'application d'une véritable démocratie dans le monde. Cette année, on fête le 145e anniversaire de la commune. J'ai la revue de l'association des amis de la commune ici, et on a publié une information dans la rubrique commune hommage international, ceci. Le samedi 28 mai, et le professeur Chendali a tenu une conférence sur la commune de Paris devant des étudiants chinois boursiers d'Île-de-France. À l'issue de cette conférence, il s'est rendu avec les étudiants chinois devant le mur des fédérés pour déposer une couronne aux martyrs de la commune. Ce témoignage nous touche et nous réjouit de voir que la commune reste dans la mémoire nationale et internationale. Je voudrais profiter de cette occasion pour évoquer quelques-unes des répercussions de la Commune de Paris en Chine. Au XIXe siècle, 40 jours après la chute de la Commune, un journal de la dynastie Qing a rapporté le fait que, en France, l'armée régulière avait maté la rébellion, voilà le mot, qu'on avait déporté les bandits rebelles en Nouvelle-Calédonie afin d'assurer l'ordre et enrayer le mal. Pour les dominants de la dynastie, la commune était le mal. Zhang Deyi, interprète chinois de la représentation du gouvernement Qing à Paris, témoignait dans son journal sur l'héroïsme des prisonniers de la commune. Il dit ceci: dans la rue, ils marchaient la tête haute et le sourire aux lèvres. Malgré leurs vêtements usés et déchirés, leur visage couvert de poussière, il émane de leur front une force imposante. C'est le mot d'un petit fonctionnaire chinois de la dynastie des Qing. En 1907, 2 ans après le décès de Louis Michel, la Justice céleste, un des premiers journaux chinois, présenta la vie ardente et intrépide de Louis Michel. Au mois d'octobre de la même année, Su Manchu, célèbre moine poète de l'époque, publia un article qu'il avait écrit à Tokyo en l'honneur de Louis Michel. Su Manchu dit ceci: dans de vieux papiers, j'ai trouvé par hasard le portrait de Louis Michel dessiné par un peintre anglais.
Frappé par sa grande majesté, je tombe en admiration devant une noble créature et fais cette réflexion. Tant de misère sur notre terre, qui peut se dresser comme Louise Michel contre le mal du monde? Et le 11 décembre 1927, face à la répression sanglante de Chiang Kai-shek, les ouvriers chinois se sont insurgés, proclament la commune de Canton. Donc il y a la commune de Paris, la commune de Cronstade, la commune de Canton, qui n'a existé hélas qu'un jour, mais révèle que la commune de Paris a, un demi-siècle après, un retentissement dans un pays oriental loin de la France. Dans mon roman Les Amoureux du Lac, édition publiée à Paris, j'ai relaté un autre retentissement de la commune de Paris en Chine. Début 1976, c'était la révolution culturelle, la fin de la révolution culturelle. La dictature du prolétariat, pratiquée par la bande des cadres, faisait de grands ravages en Chine. La colère du peuple couvait sourdement comme un volcan dont la lave chercherait une issue. En avril, la disparition du Premier ministre Zhou Enlai donne lieu à la fête des morts, à une soudaine explosion sociale. On se manifeste en masse sur la place Tiananmen. Je me suis trouvé au milieu des manifestants populaires. Tout à coup, j'aperçois un drapeau rouge arboré par une jeune pékinoise et sur lequel est brodé en gros caractères Paris Gongshou, la commune de Paris. Ému, je compose mentalement un poème. Voilà qu'on commémore la fête des morts et le sang fou avec effort j'entrevois se lever la commune contre les caprices de la fortune. Pour un temps, j'oubliais ma situation d'homme intouchable et eu l'idée de calligraphier mon poème sur un papier et de l'épingler ensuite à une touffe de fleurs blanches, signal du deuil. Pour terminer, je dois dire que certains intellectuels chinois étaient très en admiration devant la personnalité de Louise Michel, la Vierge rouge de la commune. Et Louise Michel a laissé beaucoup de poèmes, dont La commune de Paris. Je l'ai lu tout jeune, quand j'étais en fac à l'Université de langue étrangère de Pékin, pour apprendre le français. La commune de Paris de Louise Michel. Comme la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grandera, qu'à mourir, elle sera prête, la commune se lèvera. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tout le chemin, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous reviendrons, nous serrant les mains. La mort portera la bannière, drapeau noir, crêpe de sang, pour fleurira la terre, libre sous le soleil flamboyant. Et nous récitions en chœur ce poème de Louise Michel au cours des soirées artistiques en langue française, organisées en langue française. Par la suite, je l'ai traduit au chinois et l'a fait publier dans un recueil intitulé Le temps des cerises, édition littérature populaire. En voici la version chinoise. Paris Gongshou, Louise Michel.
当群众冲破今天的沉寂，像海啸般怒吼，当他们投入决死的战斗，那就是公社揭竿再起的时候。我们将从四面八方归来，汇成波澜壮阔的洪流，像挣脱黑暗的幽灵，奋起复仇。我们回来时手携着手，英烈旌旗，黑沙被鲜血浸透，大地红花烂漫，骄阳似火的天空下，迎来自由。Merci de votre attention. Je dois dire que la Commune de Paris, sa figure est transfigurée en Chine jusqu'à ce jour. Il faut faire des efforts pour traduit en chinois le temps que ça fait. Donc vraiment le mythe du mur des fédérés, c'est toujours un mur qui en dit long. Voilà, c'est ça. Et si vous avez des questions, profitez-en. On commence. Oui. Je tiens à dire que votre présentation est très émouvante, monsieur le professeur, parce que pour la plupart des Français, pour beaucoup de Français, la Commune de Paris représente quelque chose de fantastique, d'énorme. Et tous, les étudiants, les élèves, les écoles, savent qu'à cette époque, les gens se sont sacrifiés pour la liberté, l'idée de la liberté. Je voudrais dire quelque chose maintenant, une sorte de petit témoignage d'une situation vécue en Chine pendant la révolution culturelle. Et quand j'étais à Pékin,
j'ai demandé la permission d'aller à Shanghai, et à Hangzhou après. Et à Shanghai, on s'est arrêté, Katia et moi, on s'est arrêté 2-3 jours, et je retrouvais là ce que j'avais vu sur les affiches de Pékin, que je lisais dans les rues de Pékin. Je constatais qu'il y avait eu à Shanghai un essai, une tentative de créer la commune de Shanghai. Et quand nous sommes arrivés à Shanghai, la gare de Shanghai était complètement détruite. Il y avait eu des dégâts, des combats fantastiques, très durs, entre plusieurs groupes de jeunes révolutionnaires de garde rouge et de cheminots des chemins de fer. Tout ceci pour vous dire que la commune de Paris était très vivante à cette époque et j'avais été très, très frappé et très impressionné. Merci encore pour votre présentation. Oui, c'est-à-dire en Chine, au cours de la révolution culturelle, la commune de Paris a été mal représentée, représentée comme le modèle de la dictature du prolétariat. Et puis c'est comme ça que la forme des cadres qui dominait la Chine à l'époque a pratiqué un mot d'ordre prolétariat, dictature du prolétariat à tous azimuts, ce qui a conduit à 10 ans de désastre en Chine. Je crois qu'il faut présenter aux Chinois la vraie nature de la Commune de Paris, qui représente vraiment quelque chose de très important. Par exemple, j'ai parlé de Louise Michel qui dit « Tout pouvoir est corrosif. Tout pouvoir est corrosif, quel qu'il soit. » C'est très important, c'est un enseignement très important pour tout le monde. Surtout en Chine, maintenant, il y a un phénomène de corruption énorme. Oui, je vous remercie M. Marthe, moi qui a longtemps vécu en Chine, comme il tient la Chine. Oui, monsieur. Merci pour votre présentation. Mais qu'est-ce qui vous a entraîné à étudier cette partie de l'histoire de France? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la commune? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi cet intérêt? Oui, c'est-à-dire, tout jeune, j'ai étudié l'histoire de la Révolution française. Et puis, au cours de la révolution culturelle, on m'a mis en tôle comme un contre-révolutionnaire, un élément dangereux contre moi. Mais moi, je suis né dans une grotte de Yan'an, je suis un enfant de la révolution chinoise. Et j'ai commencé à réfléchir pourquoi la révolution dévore ses enfants. Et j'en suis arrivé à l'aliénation de la révolution. L'aliénation de la révolution. Et je suis tombé tout à fait par hasard sur un fonds de livres français dans la bibliothèque municipale de Pékin, un fonds de livres français sur la Commune de Paris. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais un élément intouchable. J'étais le contre-révolutionnaire numéro 1 de mon université. Comme j'ai obtenu ma liberté, je suis allé passer le plus clair de mon temps à lire ces livres sur la Commune de Paris. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai compris que la Commune de Paris, ce n'est pas la dictature du prolétariat, c'est une
transfiguration foncière de ce qui s'est passé en France. C'est ça qui m'a poussé à approfondir mes connaissances. Et je me suis toujours intéressé à la Révolution française, puis à la Commune de Paris, parce que le nom de la Commune de Paris est né au cours de la Révolution française. La Commune de Paris de 1871, c'est la seconde commune de Paris. Les communards de 1871 se disent être continuateurs de la Révolution française. Je ne sais pas, parce que j'ai fait la même conférence en Chine il n'y a pas longtemps, devant plus d'1 millier d'étudiants chinois qui étaient vraiment intéressés à ce que je disais sur la Commune de Paris. Parce que il faut avoir, la jeunesse chinoise doit avoir un idéal, non pas courir après l'argent. Je me suis aperçu que les jeunes Chinois ont besoin d'un idéal. Je ne dis pas que la Commune de Paris pourrait fournir un exemple pour tous les pays, je ne sais pas. Mais le principe, c'est un enseignement très important pour la Chine et tous les autres pays. La souveraineté du peuple. Parce que partout, il y a l'usurpation de la souveraineté du peuple dans beaucoup de pays, y compris des démocraties européennes. Bon, merci encore M. Chetali, et si vous voulez prendre la photo avec lui, bienvenue. Encore, merci beaucoup. Et j'en profite là pour vous annoncer que la semaine prochaine, il y a encore une autre conférence, mais c'est sur l'art du bouddhisme, c'est la grotte de Dunhuang. C'est notre trilogie sur ce thème. C'est la semaine prochaine, même à titre. Merci pour votre participation. Merci encore à M.
émouvant. Vous avez emporté. Mais on a connu un sujet qui a vraiment touché la foi, loin de en général, les partir à une interprétation, on doit être et puis, pour moi, il doit falloir s'attendre à la troisième nationalité. Mais dans un moment de la communauté, avec et même dans le secteur, il y a et comment ça se passe au milieu du grand lac, on peut consulter par les continuations officielles de la Grèce, par exemple, Gérard Longchamp, les assistants il y a autre chose qui fait la c'est l'histoire de l'État. Et là, on est quand même